Quel est le meilleur Zelda 2D? Quand on pose cette question, on a toujours deux réponses qui reviennent incroyablement souvent. La première, c'est A Link to the Past, sorti sur Super NES en 1992. Et la seconde, c'est Link's Awakening, sorti en 1993 sur Game Boy, puis réédité dans sa version DX 5 ans plus tard sur Game Boy Color. Un jeu que j'ai jamais réussi à apprécier, je l'avoue. J'avais téléchargé sa version DX sur l'eShop 3DS il y a maintenant 6 ans, mais la rigidité du gameplay due aux deux putains d'uniques boutons de la Game Boy m'a toujours dégoûté du jeu, et je suis jamais allé plus loin qu'au troisième donjon. Fort heureusement, la Switch étant une oie au remake d'or, le 20 septembre 2020, le jeu est à nouveau réédité. Et cette fois, plus d'excuses, les manettes de la Switch ayant beaucoup plus de boutons que la Game Boy, j'ai pu enfin m'y attaquer. Et donc oui, vous avez bien compris, pour ce premier contact avec YouTube, moi aussi dans un rôle de critique vidéoludique, autrement dit, de clown. Ah, et aussi, on va traiter de la version Switch, mais n'ayant pas fait la version originale, on va en parler comme si ça y était. Et dernière petite chose, clochard que je suis, je n'ai pas de boîtier de capture, donc c'est pas mon gameplay à l'écran. J'ai trouvé sur YouTube, je vous mets le lien en description. Après avoir sauvé Hyrule, notre héros, appelons-le Goulven, s'en va en bateau, mais pendant son voyage en mer, cracaboum. Son navire est frappé par la foudre et celui-ci se retrouve sur l'île de Cocolint, secouru par une dénommée Marine. Après son réveil, celui-ci apprend que s'il veut rentrer en Hyrule, il va devoir réveiller le gros poisson qui sommeille dans l'œuf en haut de l'île. Bon, comme on a l'habitude avec Nintendo, le scénario n'a aucune prétention ni but si ce n'est de donner une cohérence et un fil rouge à l'aventure. L'aventure qui, bah, est techniquement complètement à la ramasse, entre le flou dégueulasse qui apparaît de temps en temps en bas de l'écran, et notamment au village des mouettes, et les violentes chutes de FPS, vraiment pas toujours agréable à voir, Goulven's Awakening Switch, et c'est pas vraiment justifié par les graphismes non plus. Certes, style Playmobil est très mignon, il y a de jolis effets de lumière, mais la map paraît ridiculement petite, et je trouve ça très con dans une série supposée être une ode à l'exploration, et c'est très décevant compte tenu du jeu original qui avait su pousser la Game Boy jusqu'au fin fond de ses limites et contourner intelligemment toutes ses limitations techniques. Sauf ces putains de deux boutons. Et en plus d'être à la ramasse techniquement, cette même aventure est également beaucoup trop courte pour peu que vous ne bloquiez pas trop. Il m'a fallu que 4 jours à peine pour le terminer, ce qui est vraiment ridiculement court. Et ne comptez pas non plus sur la difficulté pour augmenter la durée de vie, comme c'était très souvent le cas à cette époque. J'ai personnellement fait le jeu en mode héroïque, et à vrai dire, la difficulté m'a parfaitement convenu. Le jeu il est dur, mais il est juste, et il force à faire gaffe à ton cul, parce que c'est pas possible de trouver des cœurs. Mais même si en mode héroïque j'ai pu finir le jeu en 4 jours, j'imagine pas les gens qui l'ont parcouru en mode normal, ça a vraiment dû être une petite balade en forêt avec mamie, enfin... Et aussi, ben, c'est tout en fait. Car ouais, hormis la technique et la durée de vie, tout m'a plu en fait. J'ai conscience d'être probablement trop fanboy de Zelda et donc de manquer d'objectivité, de recul, de ce que vous voulez. Mais à vrai dire, je m'en fous. Cette critique, c'est mon avis. Et de toute façon, vous inquiétez pas, je vais en avoir des avis beaucoup plus... pas très contents, on va dire, dans la suite des VT, mais tout le reste du jeu m'a véritablement conquis en fait. Ouais, vraiment, tout m'a conquis. Même les aspects du jeu qui, je trouve, manquent d'originalité par rapport à A Link to the Past, à savoir les temples et le gameplay, sont très bien maîtrisés. Le gameplay, il est très classique mais toujours efficace, avec cependant des phases en vue de profil qui viendront diversifier le tout, même si en termes de level design, ouais bon c'est de la merde. Hein. Et le gameplay s'est d'ailleurs énormément assoupli depuis la version Game Boy et Game Boy Color. Maintenant, l'épée, les bottes et le bouclier ne sont plus des objets comme les autres, mais ont une touche attitrée. Même si je comprends pas très bien l'intérêt de mettre deux touches pour les bottes et le bouclier. Une seule suffisait, ça aurait libéré deux touches pour assigner un troisième et un quatrième objet. Enfin bref. Les temples, eux, proposent un level design à la courbe de difficulté qui s'adapte à la perfection au niveau du joueur et de sa connaissance du jeu, avec des énigmes à chaque fois suffisamment bien pensées pour nous faire utiliser nos 4 neurones, malgré une construction d'après moi trop proche de celle des donjons de Link to the Past. J'avoue pas réellement savoir comment décrire ça parce que j'ai pas d'exemple en tête, mais ils m'ont tous fait penser à Link to the Past en fait. Et du coup, je trouve qu'il leur manque une petite personnalité. Et à part le rock de la tortue et la tour du vautour, je le trouve vraiment pas mémorable en fait. Et également, quand je vois la tour du vautour depuis l'extérieur, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est dommage que ce soit pas un temple vertical comme la tour des bras de Link to the Past ou la tour des dieux de The Wind Waker, même si son idée de faire s'effondrer le plafond était vachement cool et originale. Cela dit, on peut pas leur retirer la qualité de leur musique, notamment celle du rock de la tortue. Elles sont à chaque fois excellentes.
D'ailleurs, en parlant des musiques, elles sont elles aussi très réussies. Comme à son habitude, la série Zelda nous offre des musiques incroyables. On a par exemple le thème du village des Mouettes qui nous évoque un vrai petit paradis, Story de l'Overworld repris de Zelda 1 et Link to the Past, toujours aussi entraînant qui te donne la sensation d'être un héros et qui t'invite à explorer ce monde rempli de secrets. Moi, ma préférée, c'est le thème de l'écran titre. C'est basiquement le thème de l'Overworld, mais repris avec des instruments avant, qui te donne une réelle sensation de dépaysement, bien avant Wind Waker, qui lui aussi utilisait beaucoup d'instruments avant. Et c'est normal, les deux jeux ont quand même une grande atmosphère maritime. Et c'est toujours impressionnant de voir ce que les musiques de Zelda arrivent à faire, même sur un jeu sorti en 93 sur une putain de console monochrome. Mais attention, ce remaster ne se contente pas simplement de repomper l'original, car on a maintenant la cabane d'Igor dans une sorte d'ersatz de Zelda Maker. Et honnêtement, même si cette idée me paraissait complètement conne dans les trailers, au final c'est réellement plaisant de créer ses propres donjons. Oui, le concept s'essouffle assez vite, on va pas se mentir, mais j'ai ressenti les mêmes sensations qu'avec Mario Maker sur ma Wii U de connard à l'époque. Honnêtement, si on pouvait supprimer ou rajouter des éléments dans les salles, ainsi que poster ces niveaux en ligne pour que les autres puissent y jouer et que nous on puisse jouer à ceux des autres, ça pourrait faire un excellent jeu à part. Même si on sait ce que vaut le online de Nintendo. C'est-à-dire... Non, pas de la merde, non, la merde ça coûte plus cher. J'ai pas de mots. Oh, pourquoi il lag comme ça? Je vais faire la test là. Le PC il est en wifi hein. Oh ça relag. Oh ça relag. Ça relag. Qu'est-ce qui se passe frère? Qu'est-ce qui se passe? Et dernier problème, l'interface est putain de rigide. C'est-à-dire qu'on peut pas quitter et sauvegarder en même temps. Il faut sauvegarder, puis quitter. Ce qui déjà est très lourd, mais le pire c'est qu'on peut même pas tester son putain de donjon depuis l'éditeur. Ce qui signifie que pour tester votre niveau, il va falloir faire Start A, Start Bas, A, B, A, puis sélectionner le niveau. Si vous en avez créé beaucoup hein, et que c'est votre dernier, bon, une petite dizaine d'inputs en plus, c'est quoi dans une vie? Ah bah moi je vais vous dire que c'est putain de lent. Ceci dit, tout c'est pas positif, c'est bien beau, mais si on doit jouer à Zelda, c'est avant tout d'après Miyamoto. Bon évidemment c'est pour lui, hein, vous aimez Zelda pour la raison que vous voulez. Pour l'exploration, bon certes on a visiblement du mal à le comprendre, plus je côtoie la communauté, plus je le vois. Oui alors, oui, vous aimez Zelda pour la raison que vous voulez, mais comprenez bien que pour juger un jeu, il faut quand même le juger par rapport aux intentions des développeurs. Hein. Or je vais faire très simple. Parce que l'histoire de la création de Zelda, elle est très longue, complexe, et personnellement, je la trouve assez passionnante. D'ailleurs, achetez le livre d'Oscar Lemaire, l'histoire de la création de Zelda, vraiment une dinguerie ce livre. Et pour pas faire une vidéo de une demi-heure là-dessus, alors que j'étais parti sur une critique, je vais juste te dire que c'est pas pour rien que le premier Zelda est le premier open world de l'histoire. C'est pas pour rien qu'à la fin de Link to the Past, on a une quête secondaire qui se transforme subitement en quête principale. C'est pas pour rien que dans The Wind Waker, toutes les îles ont quelque chose de particulier, malgré la taille de certaines qui sont beaucoup trop petites. C'est pas pour rien que dans Twilight Princess, on a des passages cachés qu'on peut trouver qu'en loup. Et c'est pas pour rien que Breath of the Wild est l'open world ultime qu'on connaît aujourd'hui. Bref. Alors qu'en est-il? D'après moi, c'est excellent. La map, elle est bourrée de petits secrets et on est toujours récompensé pour avoir fouillé tel ou tel endroit, souvent par un fragment de cœur, ou d'avoir parlé à tel PNJ pour la quête du troc, qui est selon moi le meilleur exemple de l'excellente exploration que nous offre le jeu. Alors oui, beaucoup détestent cette quête, et c'est vrai qu'au premier abord, elle peut paraître assez longue, chiante et fastidieuse. Mais si on prend le temps de parler aux PNJ, on connaît à peu près leurs goûts, leurs besoins, leurs volontés, etc. Et quand on obtient par exemple les bananes, on se souvient qu'il y avait un singe affamé près du château, et c'est justement ces bananes qui sont obligatoires pour la quête principale. Mais, même si après ce n'est que du secondaire, on n'est pas obligé de s'arrêter là. Et si on en vient à bout, on peut obtenir un indice particulièrement précieux pour la toute fin du jeu, sans quoi je me serais retrouvé comme un con, on va pas se mentir, parce que sans ça, clairement tu vas à la chance, ou alors tu regardes une soluce. Je rappelle que le jeu est sorti en 93. Mais ça ne s'arrête pas au troc et au quart de cœur. Souvent, on ne sait même pas où on doit aller, ce qui force encore à se balader, à explorer et à découvrir. Même si dit comme ça peut paraître artificiel parce que je formule comme un connard, bah en fait, vu que c'est vraiment tout ce qu'on a à faire, on remarque même pas, ça nous paraît naturel. Ce qu'on fait de nous-mêmes.
Mais vous inquiétez pas, si vous êtes bloqué trop longtemps, vous pourrez bénéficier de l'aide de Pepe Ramolo, qui saura vous débloquer sans pour autant vous donner de réponse trop directe pour vous laisser réfléchir. N'est-ce pas? Maître, je confirme que l'érosion volcanique a cessé. Ta gueule! Oui, pardon, excusez-moi. Oui donc. Spoiler jusqu'à la fin de la vidéo. Bon. Le jeu est très particulier pour un Zelda. Les dialogues sont très familiers, on n'a aucune mention de Zelda, de Ganon ou de Triforce. Les enjeux sont très mineurs, on a la présence de Kirby et d'ennemis de Mario, on peut même voler en magasin et quand on revient le vendeur nous bute. Mais surtout, les personnages paraissent tous déconnectés du réel quand ils parlent. Genre, le père des quadruplés qui dit « Plus tard je me perdrai en montagne et j'aurai besoin d'aide ». Tout paraît si réel mais en même temps si illogique, un peu comme un rêve. Et on est réellement dans un rêve en fait. Le jeu arrive réellement à te faire ressentir que tu es dans un monde imaginaire et pas dans un monde réel. Et au milieu de tous ces personnages qui ne semblent même pas conscients de leur propre existence et qui ont l'air de se complaire dans leur rôle de fonction, on trouve Marine. Marine qui a une réelle personnalité. Elle a une petite attirance pour Goulven et un rêve de découvrir ce qui se cache par-delà la mer. Et qui, par son côté réel, vient accentuer le fait que tous les autres personnages ne sont vraiment pas normaux. Mais le plus fascinant pour moi dans ce jeu, c'est la question qu'il nous fait nous poser à partir de la moitié de l'aventure. Est-ce que le vrai méchant de l'histoire, ce serait pas nous, le joueur? Parce qu'en fait, à partir de la moitié de l'aventure, on apprend que si Goulven réveille le gros poisson qui sommeille au-dessus de l'île, toute l'île disparaîtra et tous ses habitants avec. Par conséquent, les monstres qui nous barrent la route ne nous attaquent plus par simple méchanceté, mais pour protéger tout ce qu'ils ont. Goulven, lui, il est prêt à mettre fin à cette nature, ses structures, ses monstres, ses habitants et même à Marine, tout ça juste pour rentrer chez lui. Et même si pour un joueur qui cherche pas à se faire chier, ce que je dis est complètement con et relève de l'interprétation de trucs anecdotiques, même de la surinterprétation de trucs anecdotiques, on a réellement un questionnement pour une fois dans Zelda, à mon sens. Bon, c'est pas super profond et c'est clairement pas transcendant, mais pour un jeu Zelda... Pour un jeu Nintendo, qui sont clairement les clochards de la narration et des scénarios, c'est franchement très impressionnant et c'est également une sacrée prise de risque. Et on aimerait en voir plus souvent des prises de risque de leur part. Un Nintendo, avec votre console de merde qui a fait que des putains de remakes en 4 ans, enculé. Et donc moi, ma réponse, si A Link to the Past a réussi à totalement m'amadouer avec le fait de transformer une quête secondaire, qui était l'évolution de la Master Sword, en quête principale à la toute fin, l'ambiance ainsi que le sous-texte de Link's Awakening m'a complètement charmé. Et pour moi, le voici, le meilleur Zelda 2D. Bon, sur ce, je vous laisse, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire grimper sur YouTube, comme ça je pourrais faire des vidéos féministes et serrer des gamines de 13 ans en convention. Allez, salut!